je vous emmène dans le pays de Caux, à quelques kilomètres de Dieppe. Alors évidemment, la première image qui vous vient à l'esprit, ce sont ces falaises de craie blanche qui plongent dans la Manche. En fait, quand on s'enfonce dans les terres, la palette de couleurs est beaucoup plus large. C'est de relever la canopée pour créer un courant d'air sous l'arbre. Puis nous reprendrons la route pour découvrir un autre jardin, celui de Shamrock, entretenu par Robert. Là, c'est affreux tellement ça sent bon. C'est cette plante-là, qui est une plante nord-américaine aussi. Un mélange de lavande, de lilas. Ah, c'est terrible. Il va nous dire. Terrible, terrible. Ce jardin rassemble la plus belle collection d'hortensias du monde. On croirait toucher du coton. Avant de revenir à Vastérival, autour d'un pique-nique concocté spécialement pour nous par un chef étoilé. Une assiette préparée uniquement à base de légumes, de fruits et de fleurs, cueillis dans un potager de la région du pays de Caux. C'est superbe parce qu'on mange bien sûr avec... on déguste avec nos papilles, mais les yeux aussi ont un rôle très important. Cap sur un site d'exception, le jardin de Vastérival où une princesse déchue a mis au point une technique de taille des arbres et des arbustes désormais reconnue dans le monde entier. Vous voyez ces rideaux de hêtres de chaque côté de l'allée? Il n'y a qu'ici qu'on plante les arbres de cette manière. 2 rangées parallèles, en clos masure, dit-on, pour protéger les habitations du vent, car la mer est juste derrière. Tous les jardins ont une histoire. Celle de Vastérival commence dans les années 50. Greta Sturza et son mari, un prince roumain, s'exilent et s'installent ici, dans le pays de Caux. En un demi-siècle, la princesse va y réunir près de 10 000 espèces végétales. Greta Sturza voulait que son jardin soit beau en toute saison, y compris en hiver. Depuis son décès, le jardin n'a rien perdu de son charme grâce à une équipe de jardiniers passionnés, dont Dominique Cousin, le chef jardinier.
Qui permet de voir la charpente de l'arbre. Absolument, mais sans pour autant la dégarnir. Pour parler vulgairement, eh bien, effectivement, c'est un arbre qui ne nous bouge pas la vue. Absolument, voilà, tout à fait. Donc là, on a simplement le bénéfice, on a vraiment la première vue sur son écorce qui a... Un petit peu, oui. Il ne faut pas se laisser impressionner. Donc là, on se rend compte davantage du mode de pousse, du mode de végétation. On voit les branches nouvelles, on se rend beaucoup plus compte forcément des bois qui sont secs. Ouais. Et déjà, pour commencer, Velu tout à l'heure, et puis là maintenant, désormais, on voit bien les branches maîtresses, on voit ce qui se passe derrière, on l'a aéré. voilà, absolument. C'est vraiment le bénéfice de pouvoir tailler en feuilles. On se rend compte automatiquement de ce qu'on fait, si c'est bien ou si c'est pas bien. Cette méthode permet également d'établir une véritable harmonie entre les différentes espèces. Encore une belle illustration de ce qu'apporte la taille en transparence. On voit que grâce à la lumière, à l'humidité, au pied de ce chêne, il y a un hydrangea grimpant C'est exactement qui s'est ça. installé. C'est un peu la marque de fabrique du jardin. On optimise vraiment au maximum le potentiel d'une plante. En l'occurrence, ce chêne, un grand chêne, majestueux, joli, éclairci, il a un tronc qui est relativement banal. Il ne présente pas forcément d'aspect ornemental. On y a installé un schizophragma, donc c'est de la famille des hydrangea grimpants. C'est le genre auquel appartiennent les hortensias. Ah. Tout à fait. On a cette plante grimpante qui va fleurir dès à présent. On voit qu'il y a déjà des floraisons qui se produisent tout au long du tronc. Et après, dans un second temps, à l'automne, on a les couleurs d'automne qui vont être plutôt jaune beurre, jaune or, et qui vont donner un deuxième aspect ornemental à cette plante. Mais tout ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu cette taille en transparence, si on n'avait pas laissé passer la lumière et l'humidité pour que la plante pousse. Exactement. Et nous allons voir que ce jardin déborde de créativité.
En effet, ici, il y a une autre spécificité, la méthode de multiplication des plantes. Et ça, c'est le domaine d'Aurélie. Je vais aller la retrouver. Nous, on va se revoir un peu plus tard pour parler de bouturage. C'est aussi une histoire de multiplication, mais un peu différente. Absolument. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Aurélie possède une spécialisation en archéobotanique. Il y a 2 ans, elle a déserté les laboratoires pour se consacrer à sa passion, le jardinage. Ici, elle est responsable des plantes vivaces. Ça va Aurélie? Ça va très bien. Alors sur quoi on va travailler? Voilà, donc là, on va faire un petit peu de multiplication. Hein, on va faire du jardinage intelligent et créatif. Donc là, j'ai nettoyé un petit peu. Intelligent et créatif. Intelligent et créatif. Art et raison. Si on regarde cet espace de massif, Ce sont des vivaces. c'est des vivaces. Petite précision, plantes vivaces, ce sont des plantes donc, qui résistent à l'hiver et qui vont fleurir d'une année sur l'autre. Donc on va multiplier ce pied de pulmonaire. On voit bien que c'est très serré au milieu, donc on va vraiment tout sortir d'un coup. D'accord, il faut le dégager un petit peu Voilà, à la on va main. le dégager un petit peu. Là donc on voit bien qu'il est, un peu étouffé. Il est un peu étouffé. Il est un peu étouffé. Il est très beau et finalement il disparaît. D'abord le feuillage on ne le voit pas beaucoup. Ouais. Et puis on voit qu'à l'intérieur vraiment les pieds sont très serrés. On va trouver une grosse racine au milieu, mais on va trouver aussi d'autres racines pour chaque petit plan qu'on va sortir finalement, qu'on va pouvoir diviser et réutiliser. Il est préférable de sortir la plante entièrement. On distinguera mieux les pieds et on parviendra mieux à les diviser. Ok. Et donc là je peux les séparer. Oui. Et en faire 4 pieds différents. Oui, tout à fait. J'ai On va voir. entendu un espèce de crack. Le crack, J'espère c'est pas que grave. je n'ai pas fait Non, de non, non, bêtises. non, voilà. Tant qu'il reste un morceau de racine, Voilà. il n'y a même aucun problème. À présent, il faut replanter les 7 nouveaux pieds qu'Aurélie et Jamie ont libérés pour couvrir le sol de manière naturelle. Il faut donc éviter l'alignement. Donc le premier, faut bien tasser autour. Non, je regarde, c'est très bien. Bah, Ce pied-là de va toute façon, se trouver- 2 pieds, on fait forcément une ligne. 2 pieds, on fait forcément une ligne. Donc après, un troisième, ça va permettre de casser. Est-ce qu'il y a une période propice pour faire ce genre d'exercice? Ça se fait après la floraison. Donc là, la terre est à nu. Or, l'objectif, c'était de la couvrir. Alors, de la couvrir. Donc ici, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est la couvrir avec du mulch pour la renourrir. En fait. Mulch. Mulch. Alors, c'est un terme anglais. En général, Ouais. les Anglais, quand ils parlent du mulch, désignent simplement la tonte, l'herbe Ouais. qui est coupée, récupérée. Oui, ça veut dire paillette. Voilà, mulch. c'est ça. Mais ici, dans le jardin, le mulch est un mélange qu'on fait maison. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, ici, dedans, Ouais. on a donc ce qu'on a récolté en automne. Donc, c'est principalement Ouais. des feuilles. Ouais. Voilà, elles sont plus ou moins décomposées. On voit qu'il y a des parties où c'est déjà un peu de la terre. Et puis, vous voyez, ces feuilles sont noircies, mais on peut les distinguer encore. On va vraiment le poser sur la terre qu'on vient de retourner. Même sur les jeunes plantes, c'est pas grave. Et donc, alors, l'objectif de ce mulch Ça va faire une protection. contre le rayonnement solaire. Alors là, voilà, c'est ça. Là, ça va garder la fraîcheur du sol. Puisqu'on a quand même nettoyé en dessous, on a enlevé des mauvaises herbes, c'est empêcher que les mauvaises herbes ne reviennent tout de suite. Tout ça va être dégradé par les micro-organismes qui se trouvent dans le sol, Voilà. transformé en nutriments, Oui. en minéraux. Et Oui. ce sont ces minéraux qui vont être absorbés par les racines et qui vont permettre à la plante de pousser. Voilà. Le mulching est une méthode naturelle et traditionnelle qui a fait ses preuves, et notamment chez nos voisins anglais. Là-bas, comme à Vastérival, une équipe de jardiniers perpétue ces traditions pour conserver un jardin datant de plus de 400 ans. On va traverser la Manche, qui se trouve juste derrière nous. On va aller faire un petit tour en Angleterre. Et là, on va voir comment une équipe de jardiniers a carrément redonné vie à tout un jardin qui a été abandonné après la guerre. Let's go to Elegance Garden. Les jardins perdus d'Elligan, qui signifie jardin de saule, se trouvent en Cornouailles, à l'extrémité de la péninsule sud-ouest de l'Angleterre. Ils font partie des plus célèbres jardins botaniques britanniques.
Créés par des membres de la famille Tremaine au début du 19e siècle, ces 400 hectares étaient à leur apogée avant d'être abandonnés lors de la Première Guerre mondiale. Après des décennies de négligence, les jardins surnommés les jardins perdus en hommage aux jardiniers du domaine morts à la guerre ont été redécouverts par hasard par Tim Smith, un producteur de disques tombé amoureux du lieu. Nous avons restauré l'endroit. Ça n'a pas été facile, mais beaucoup de volontaires nous ont aidés pour faire ce que vous voyez aujourd'hui. Grâce à cette mobilisation, nous avons un des plus beaux jardins d'Angleterre. Et nous avons une collection de rhododendrons absolument incroyable. Yann rejoint Mike, le responsable des rhododendrons. Dans ce jardin, on en trouve plus de 350 et le plus vieux date de 1851. Les jardiniers sont donc aux petits soins pour ces arbustes et inventent des techniques incroyables pour les préserver. Quand les branches de rhododendron commencent à devenir lourdes et longues, elles s'affaissent sur les allées. Soit nous coupons les branches, soit nous les laissons pousser encore un moment et nous installons un support. C'est une façon de retenir le poids pour que les branches ne s'affaissent pas davantage. Les gens peuvent toujours passer en se baissant, mais sans ce support, on serait obligé de scier cette branche. Et on n'est pas encore prêt à le faire. Facile d'entretien et très résistant, le rhododendron offre un massif de fleurs éclatantes au printemps avec un beau feuillage toute l'année. Mais aujourd'hui à Elligan, les jardiniers font face à une épidémie qui abîme la plante. Comme vous pouvez voir, les pointes des feuilles ont noirci. Et puis on a un dégradé sur toute la longueur de la feuille. Et vous voyez cette bande rougeâtre? C'est la frontière de la feuille entre la partie morte et celle en vie. Et quand les feuilles sont vraiment atteintes, une odeur d'algues émane de l'arbre. Si à Vastérival, on pratique la coupe en transparence par esthétisme, ici, c'est pour sauver tout simplement ces rhododendrons. Une des façons de contrôler la maladie, c'est de relever la canopée pour créer un courant d'air sous l'arbre. C'est une technique pour réduire la propagation de cette maladie. Jusqu'à présent, ça nous a plutôt réussi, non? Ce champignon pourrait être éradiqué si tous les arbres étaient arrachés. Mais cette solution est inenvisageable dans un jardin public. Les jardiniers les soignent donc progressivement. Autre curiosité de ce jardin, le châssis à ananas. Aujourd'hui encore, on y cultive le fruit comme à l'époque dans cette serre enterrée. Et comme à Vastérival, les jardiniers privilégient un engrais naturel qui met en avant les valeurs nutritives, le fumier de cheval. Il libère de la chaleur sur une longue période, ce qui permet aux fruits de pousser. Ceci est un enclos particulièrement singulier que nous avons ici à Elligan. C'est une serre pour la plantation d'ananas. On pense que c'est la seule en Grande-Bretagne qui donne des fruits. C'est une technique très ancienne qui date de l'ère victorienne. Effectivement, à l'époque victorienne, ce fruit était très couru dans les jardins du sud de l'Angleterre. Lorsque l'on était capable d'en produire dans son jardin, c'était à la fois un signe de maîtrise de la science du jardinage, mais aussi un signe de richesse. Le temps de pousse d'un ananas est vraiment variable. Ça peut prendre jusqu'à 5 ans. Et on ne sait jamais si les plantes vont donner un ananas. Certaines plantes sont vraiment grosses avant de donner un fruit. Et d'autres sont plus petites et sont très productives. C'est très difficile de prévoir. Originaire d'Amérique du Sud, dans son milieu naturel, l'ananas pousse en 18 mois. Ici en Cornouailles, les jardiniers ont réussi à faire des contraintes météorologiques un avantage qui profite à ces fougères. Car dans ce jardin, ces plantes sont d'une incroyable rareté.
On ne les trouve d'habitude qu'en Tasmanie. Franchement, cette découverte est vraiment formidable. Et c'est pour ça qu'on essaie de la propager. Cette fougère n'est pas la plus simple à protéger. Alors on a réfléchi comment on pouvait faire avec les équipes. On a essayé différentes méthodes et celle qui fonctionne, c'est le marcottage. Le marcottage est une technique de multiplication de la plante par le développement des racines, différente donc de celle que nous avons vue à Vastérival, mais qui s'est avérée efficace dans ce parc. Avec cette technique chirurgicale, les jardiniers espèrent faire perdurer l'espèce en replantant les rhizomes prélevés. Avec un peu de chance, nous aurons suffisamment de plants à replanter dans le jardin, et même en donner à d'autres jardins. On pourra les répandre parce que c'est une plante rare que nous avons ici. Mais les jardins d'Elligan vont encore plus loin. Les jardiniers ont réussi à construire une immense forêt tropicale hors serre au bord de la Manche. Là, on est dans la jungle. C'est mon endroit préféré à Elligan. Si on regarde en haut, je pourrais être n'importe où. Dans une forêt d'Asie, au Cambodge, ou dans un pays du genre. Mais non, je suis en Cornouailles, dans l'un des plus beaux jardins du pays. Donc une branche qu'on va prélever. Exactement. Alors il faut essayer de se concentrer sur une branche, si possible. Mais la partie ancienne, la partie vieille, la partie qui a déjà 1 an plus la saison en cours. Alors on va retirer cette partie. Okay. Pas totalement. Vous en laissez. Je garde toujours un petit talon parce que dans les talons il y a toujours plus de réserve en fait. Enfin c'est ce qu'on appelle un petit talon. On laisse une petite portion de vieux bois. Okay. Alors ensuite on va couper la tête, n'est elle pas suffisamment lignifiée. Donc alors lignifiée, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de cellules ligneuses. C'est ce qui permet à la plante de se tenir droit, les cellules ligneuses. Voilà. Là, pour limiter les risques de déshydratation, on va couper les 2 premières feuilles. Et oui, parce qu'une plante transpire par ses feuilles. Et moi, j'aime bien retirer encore une autre portion de feuilles pour être certain qu'elle ne peine pas de trop. Donc, voilà. Et là, on a une bouture qui est prête. Ok, prête. Donc, alors, on remplit un pot. Alors, un joli pot. Un aussi, parce voilà. Que je vais en faire moi aussi. Très bien. Hop. Ensuite, on le place sur la table. Là, comme ceci. C'est parfait. Voilà. Et là, vous allez avoir directement une plante qui sera assez rapidement semblable à celle-ci. Alors, au bout de combien de temps on obtient un résultat comme celui-ci? En l'espace de 4 mois, j'obtiens une plante semblable à celle-ci. Si la multiplication et la coupe en transparence sont des méthodes très pratiquées par Dominique dans ce jardin, le spécialiste de ces techniques, c'est Patrick Blanc, qui les utilise aussi dans ses travaux. Alors je ne sais pas si Patrick Blanc, le spécialiste des murs végétaux, est venu ici pour voir comment on pratiquait cette taille en transparence. En tout cas, lui aussi adore jouer avec les ombres et la lumière.
maître du mur végétal, c'est lui, Patrick Blanc. Son œuvre la plus connue, la façade végétale du musée du Quai Branly à Paris. Il y a quelques mois, il a terminé une autre réalisation, le mur végétal d'un hôtel. Après la canicule de cet été, Patrick Blanc vient prendre des nouvelles de ces plantes, et notamment de celles qui proviennent des sous-bois de l'Est de Taïwan. C'est intéressant, il y a juste quelques feuilles là qui ont quelques traînées un peu marron, et ça c'est intéressant parce que justement comme elles sont en sous-bois en milieu très sombre, ces zones maculées d'argent, c'est l'épiderme qui est plein de cellules vides, donc ça permet de récupérer le maximum de lumière sous effet de loupe en sous-bois. Donc évidemment, au soleil, ces zones argentées sont celles qui grillent. Donc biologiquement, c'est super intéressant de voir que finalement, l'adaptation au sous-bois est parfaite. Mais là, elle a quand même très très bien résisté. Je suis vraiment, bien résisté, hein. Vraiment content d'elle. Hein. Et si cette installation est aussi luxuriante, c'est grâce à un système d'irrigation pointu installé sur le toit qui distribue à la fois de l'eau et des nutriments adaptés à chaque saison. C'est chez lui, en banlieue parisienne, dans une ambiance verdoyante que l'artiste nous emmène. Enfant, Patrick Blanc se passionne pour l'aquariophilie et observe de très près le comportement des plantes. Par la suite, il devient botaniste et lors d'un voyage en Asie en 1972, il est fasciné par ce qu'il découvre. C'était la révélation quand je suis arrivé dans les forêts de Malaisie et de Thaïlande, de voir toutes ces plantes poussant accrochées non seulement aux branches, je savais bien que les épiphytes existaient, tout ce qui était orchidées, fougères, etc. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est de voir que quantité d'espèces étaient également en sous-bois, en forêt, sur les rochers moussus. Et c'était des plantes plus petites. Un coup de cœur qui l'a amené à développer les murs végétaux et à déposer un brevet en 1988. Mon travail consiste avant tout à essayer d'assembler des plantes justement qui ont des architectures différentes, des brillances de feuilles différentes, des formes. Et donc, voilà comment je me suis retrouvé qualifié d'artiste. Pour comprendre comment un tel mur végétal fonctionne, suivons le guide. Patrick Blanc en a installé un dans son salon. Comme à Vastérival, les techniques employées sont les mêmes et les plantes poussent en harmonie. Finalement, un mur végétal, comme je m'amuse toujours à dire, ce n'est jamais qu'une serpillière agrafée sur une planche en plastique avec un tuyau percé au-dessus. Bon, bien sûr, la serpillière est un peu particulière puisqu'elle est uniquement en fibre. Ce sont des vieux vêtements polyamides recyclés. Et donc, le tuyau percé, il a pour but d'irriguer ce feutre dans lequel se développent les racines des plantes, donc dans toutes les directions, comme elles se développent sur les mousses qui couvrent les rochers. À installer, c'est extrêmement simple. Là, comme il y a 2 couches de feutre successives, une couche extérieure, une couche en dessous, le feutre fait 3 mm seulement d'épaisseur. Je prends un cutter, une fente et je mets la plante. Et après, elle sort, quand on voit cette alocasia, par exemple, elle sort de sa fente et elle se développe. Ou alors, comme ce pipère, il grimpe le long du feutre. Chaque mur est méticuleusement dessiné, mêlant entre 5 et 7 000 plantes et plus de 250 espèces. Si Patrick Blanc a un mur végétal chez lui, il a eu une idée de génie pour l'alimenter. Il a installé un aquarium géant de 20 000 litres d'eau, peuplé de 2000 poissons. Alors cet aquarium est évidemment essentiel pour le mur végétal, puisque tous les sels minéraux qu'absorbent les plantes, et elles en ont évidemment besoin, proviennent uniquement de ce gigantesque bassin, et donc grâce aux déjections des poissons, des 2000 poissons quand même qui vivent dedans, et donc grâce aux excès de nourriture, aux déjections des poissons qui créent des proliférations de nitrates, voilà, les plantes poussent à merveille sans aucun engrais en plus. On est vraiment sur un circuit fermé, et donc l'aquarium est essentiel pour le mur. Un concept qui a séduit la planète. Depuis 30 ans, de Paris à Riyad, en passant par New York, Patrick Blanc et ses murs végétaux sont partout. C'est au grand air que nous retrouvons Jamy qui est remonté sur sa moto. Il nous emmène dans un lieu exceptionnel, à quelques kilomètres du jardin de Vastérival, pour parler d'un arbuste connu de tous. L'hortensia,
fait en effet partie des arbustes préférés des Français. Eh bien, il se trouve que la plus grande collection du monde d'hydrangeas, dont font partie les hortensias, se trouve à quelques kilomètres d'ici, à Varengeville-sur-Mer, la collection Shamrock. Si la collection s'appelle Shamrock, c'est en référence au trèfle irlandais, symbole du pays cher à la famille Mallet, les propriétaires du lieu. Bienvenue chez Corinne et Robert Mallet, les créateurs de la collection Shamrock. Un travail de fourmi qui a commencé en 1984 et qui se poursuit encore aujourd'hui, même si la collection rassemble plus de 1400 plantes différentes. Alors en début d'émission, je vous avais promis de la couleur. Eh bien, nous sommes au cœur du sujet. À l'origine de ce musée vivant, Corinne Mallet. Animée par sa passion, cette botaniste sillonne depuis 30 ans l'Europe et le Japon pour rapporter des plantes de la famille des hortensias et les faire pousser en Seine-Maritime. Robert. Où est Robert? Je crois qu'on peut se perdre ici. Robert? Ouais. Par là. Au quotidien, c'est son mari Robert, pépiniériste, qui les bichonne. Bienvenue dans ce paradis floral. Mathieu. Robert. Ami. Ça va? Va. C'est complètement fou. Ah ben c'est de la folie. Bon, on est fou. Non, mais il y a des hortensias partout. Alors, ça, je connaissais, ce sont les hortensias de ma grand-mère. Oui. Mais il y en a plein, c'est la première fois que je les vois. Ça, je n'ai jamais vu un hortensia comme celui-ci. C'est sublime. Alors tu vois, c'est extraordinaire parce que tu as tout là. C'est vraiment tiré directement de la nature, le berceau de l'hortensia. C'est sur la côte est du Japon. Regardez vers le Pacifique, une falaise de 80 mètres de haut. Et dans les infractuosités, tu as l'Hydrangea macrophylla, c'est-à-dire l'espèce qui a donné l'hortensia. Hydrangea macrophylla, souvenez-vous bien de ce nom, c'est le nom générique de l'hortensia. Voilà. On va l'observer, cette plante. Alors effectivement, ce qui est intéressant sur cette fleur, alors là on ne parle pas de fleurs, on parle plutôt d'inflorescence. Inflorescence. Voilà, avec donc les vraies fleurs fertiles au centre. Oui. Voilà, et puis autour... Des fleurs stériles. Des fleurs stériles. Ok. Voilà. Les fleurs stériles ne sont pas là uniquement pour faire joli, mais avant tout pour attirer les insectes jusqu'aux fleurs fertiles du centre et assurer ainsi la pollinisation. Moi, à chaque fois que je vois des hortensias, j'ai envie comme ça de toucher. J'ai envie de caresser l'hortensia. Il faut que ça fasse poète-poète. Si ça fait poète-poète, c'est-à-dire s'il y a de la résistance à la main, c'est que c'est une bonne plante. Aujourd'hui, on fait des plantes extraordinairement poète-poète. Si cette plante répond aux critères un peu loufoques de Robert, il n'y en a pas deux pareilles. Suivons-le à la découverte de ses plantes favorites. C'est hallucinant. Quand on est ici, on ne sait pas où regarder. Il y en a partout, on voudrait s'approcher de toutes les fleurs, de tout sentir. Là, c'est affreux tellement ça sent bon. C'est cette plante-là, qui est une plante nord-américaine aussi, qui s'appelle Echo Pink Puff. Oh. C'est terrible, terrible. C'est vraiment, ça sent très bon. On a presque envie d'en manger. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on mange? C'est ça le problème. Je ne sais pas encore trouvé qu'est-ce qu'on mange. Mais vraiment, ça sent très bon. Echo Pink Puff, c'est une bonne plante, un arborescent, facile à cultiver. Un mélange un peu de lavande, de lilas. Ah, c'est terrible. Il va nous dire. Terrible, terrible. Chez les Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise beaucoup le paillage. Donc là, tu vois, on vient d'arroser. Ouais. On vient d'arroser et tout de suite après, la tonte de gazon
qui est fraîche, qu'on vient de faire, Oui. on la met immédiatement au pied, Ouais, voilà, c'est vrai. d'une couche de 10 cm, pas plus. Là, ici. Oui, pas plus que 10 D'accord. cm. Voilà. Parce que si tu mets plus que 10 cm, ça va pourrir. Mais là, ça pourrit Ah pas. Et là, c'est un cadeau du ciel, parce qu'au lieu de le jeter, en plus c'est gratuit, ça retient l'humidité, ça nourrit, ça acidifie la plante, ce qui est très bon pour notamment ces plantes-là. Ça empêche les mauvaises herbes aussi en plus. La rosée du matin tombe là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de rosée chie. Ça s'évapore, ça fait froid en dessous, et ça bloque les évaporations, l'eau qui remonte du sol. Pour entretenir un jardin aussi fleuri, Robert est à l'écoute de chacune de ses plantes. L'hortensia, une particularité, c'est qu'il tire la langue. C'est comme les petits chiens qui ont soif. Alors, il faut arroser un petit filet longuement. Il faut laisser souffrir un petit peu la plante, et c'est la plante qui elle-même, avec ses racines, Voilà. va aller chercher l'humidité. Exactement. Tiens Robert, une question qu'on a dû vous poser 1000 fois. Des gens qui achètent des hortensias bleues, ils les plantent chez eux et ils deviennent roses. C'est classique, absolument classique. Ah bon, en fait, il y a une légende qu'il faut vraiment supprimer, enlever la tête des gens. On leur a bourré le crâne depuis des années. L'ardoise ne sert à rien. Parce que les gens mettent de l'ardoise en pensant que l'ardoise va faire bleuir les hortensias. C'est l'aluminium qui est présent dans le sol qui permet à l'hortensia de devenir bleue. Absolument. Dans l'inflorescence, tu as des pigments qu'on appelle les anthocyanes qui virent du rouge ou du rose au bleu, bleu pâle ou bleu foncé en présence de sels d'alumine. Sauf ces foutus sels d'alumine qui sont dans le sol ne veulent pas monter avec la sève s'ils ne sont pas dissous d'abord. Et ils ne sont dissous qu'en terrain acide. Tous les déchets de conifères sont acides. Fumier de vache est acide. Le tente de gazon, on l'a vu tout à l'heure. Donc en l'occurrence, tout ce qu'on met d'acide est bon. Vous l'aurez compris, si vous n'avez pas un sol acide, il faut vous faire une raison. L'hortensia ne restera pas bleue. Bon, ici, vous, Robert, à Varengeville-sur-Mer, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez le sol idéal pour avoir des hortensias bleues. L'autre chance, en Pays de Caux, c'est qu'il y a une grande diversité de jardins entre celui de Chamrock et le jardin de Vasterival. Il y a le château de Miroménil. Lui aussi possède son jardin d'un autre type puisqu'il s'agit d'un potager où s'approvisionne le chef étoilé Laurent Klesiuski. Et à mon avis, il va y trouver quelques idées pour notre pique-nique auquel, bien sûr, Robert, vous êtes invité. Beaucoup. Salut Nathalie, ça va? Ça va et toi? Impeccable. Bon. Je voudrais faire une petite recette avec tes légumes. Et alors le but du jeu, c'est de préparer quoi exactement? Quel plat? Eh bien écoute, là j'en ai aucune idée, ce sera vraiment en fonction de ce que tu as, ce que je vais pouvoir ramasser. Dans ce potager de plus de 2500 mètres carrés, on trouve 50 variétés de légumes, 20 variétés de fruits et 200 espèces de fleurs. Ces petites courgettes. Ah, t'as des courgettes. Ça y est. Donc toujours de la courgette verte et puis on a de la courgette jaune qui est là-bas au fond, qui est un peu plus tendre, je trouve, un peu plus douce. Un peu plus loin, c'est dans l'allée des fèves que Laurent veut jeter un œil. Ça se mange cru, ça. Hein. Tu les épluches 2 fois? Ouais, je les épluche 2 fois. Ouais, sinon ça dégage un peu d'amertume. Ouais. L'histoire de ce jardin, c'est avant tout l'histoire de la famille de Nathalie. Après la Deuxième Guerre mondiale, ma grand-mère, qui s'appelait Simone de Vauguet, a eu envie de le recréer complètement.
L'idée a été d'apporter une excellente terre enrichie par du fumier de cheval qui est le meilleur fumier qui soit et donc de créer ensuite 4 grands carrés. C'est une forme hyper classique avec des allées engazonnées au milieu et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Pour moi, ce qui est très important, c'est que le potager retrouve son essence même qui est de produire pour consommer. Après avoir dirigé l'un des plus grands établissements de la capitale, Laurent a posé ses valises dans la région et y a décroché une étoile en 2015. Il s'efforce depuis de préparer une cuisine simple avec une priorité, mettre en avant la région et les produits locaux. Tout est naturel, donc ils amènent leur fumier, ils retournent les sols, ils enrichissent les sols. Et pour produire ces fruits et légumes de qualité, Nathalie a fait des choix particuliers. Nous avons une particularité à Miromesnil, c'est que nous n'achetons aucune plante, nous n'achetons que des graines. Et ça, c'est totalement déraisonnable économiquement, mais c'est la base même de la culture. Allez, il est temps pour Laurent de remplir sa cagette. En se baladant dans les allées du potager, l'assiette qu'il va préparer pour le pique-nique commence à se dessiner. Ce sera un plat autour des artichauts. Pas trop gros pour pas que ce soit trop dur, donc bien tendre. Voilà, cette taille-là, pour les manger crus, c'est très bien. Il y a suffisamment de matière à l'intérieur, on sent que c'est ferme. Des framboises qu'il va travailler en vinaigrette pour réveiller ses légumes. Une recette qu'il peut réaliser aujourd'hui grâce à ce potager qui a une particularité. Il est clos de murs du XVIIe siècle. Moi, ce que j'apprécie particulièrement dans ce jardin, c'est le fait d'avoir ces fameuses 3 semaines d'avance grâce aux murs, donc qui protègent des vents et surtout qui emmagasinent un petit peu de chaleur, enfin beaucoup de chaleur, et qui la restitue en début de soirée, ce qui permet aux légumes de continuer à pousser même en début de soirée. Direction les cuisines du Colombier. Son assiette de saison se composera d'un mélange de légumes crus et cuits, accompagné d'une vinaigrette à base de framboises. Dans des poêles séparés, Laurent va faire cuire d'abord tous ses légumes. Les légumes comme ça, un peu primeur, vraiment début de saison. Cuisson très très rapide. Hein. Donc là, en cuisson, on a les 2 courgettes, les blettes, les radis et les artichauts. Donc les cuissons, c'est terminé. 4 minutes à la poêle suffiront pour obtenir des légumes juste croquants. Pour ce qui est des oignons rouges et de sa betterave, il les fait mariner. Coupés en fines lamelles, il les verse dans 2 bocaux séparés. Il y rajoute de l'eau vinaigrée, salée et sucrée qui a bouilli quelques minutes auparavant. Un petit peu plus sucré pour l'oignon. Voilà, et on va fermer. Un condiment qui donnera du nerf à son plat. De la même manière, il met un soin tout particulier à découper la rhubarbe. Et vraiment, quand on le mange, la rhubarbe trop épaisse, on a l'impression de manger une pile de 9 volts. Donc là, on va la tailler très très fine, la mettre dans de l'eau glacée. Elle va friser et surtout, on va la rincer un petit peu, vraiment pour retirer ce côté acidité et garder vraiment le parfum. Avec ses framboises, il prépare ensuite sa vinaigrette qui va lier les légumes dans l'assiette. Donc là, on voit, hein, c'est du fruit mûr, ça s'écrase tout seul. Tout petit peu de sel, pas beaucoup. Une prisée de sucre. Pas beaucoup. Notre fameux vinaigre de cidre. Et on va monter avec l'huile de basilic. Laurent passe sa préparation au chinois pour en retirer tous les pépins. Cette vinaigrette changera de goût en fonction des légumes que l'on va manger. Avant de dresser son plat, il épluche les fèves, puis taille les légumes qui seront servis crus. Place au dressage. Ce qu'il faut, c'est donner un petit peu de volume, essayer de partir, d'assembler les couleurs le plus, voilà, que ce soit le plus attrayant possible. En fonction des saisons, on peut avoir plus ou moins de légumes, mais là, on a vraiment une très très belle assiette avec beaucoup de légumes. Voilà, ça donne un peu de gaieté dans l'assiette. Allez, voilà. Allez, on a tout. Légumes cuits, légumes crus, l'amertume, l'acidité, le sucré. Voilà, il n'y a plus qu'à faire goûter. Allez, direction Vaste-Rival pour mettre quelques herbes fraîches. Retour au jardin de Vaste-Rival pour le traditionnel pique-nique. Pour
embellir son plat, qu'il a nommé le potager dans tous ses états, Laurent a cueilli quelques plantes et fleurs. Il a donc rajouté de la menthe, des fleurs de courgettes qui se consomment très fraîches, de la bourrache, ces fleurs en étoile bleue au léger goût iodé, et de l'oxalis que l'on surnomme petite oseille, une herbe discrète échappée du jardin. Pour partager ce moment, Jamy a donné rendez-vous à Aurélie et Dominique, les jardiniers de Vastérival, et à Robert, l'amoureux des hydrangeas. Ah, ça fait plaisir de se réunir autour de cette table. Le pique-nique préparé par Laurent. Alors, on retrouve les fameux légumes qui ont été ramassés dans le jardin de Miroménil, mais cette fois agrémentés des herbes condimentaires qui viennent d'ici. Dominique, est-ce que vous connaissez bien votre jardin? Oh, non, pas encore. Alors, oui, qu'est-ce que Laurent... Je retrouve les fleurs de bourrache. Le fenouil. Voilà. Et puis on va laisser le dernier pour Robert. Qu'est-ce que tu me montres là? Ça, facile. C'est une menthe, non? Eh oui, la menthe. Laquelle? Hein? Ah, quelle menthe? Laquelle menthe? Une des menthes du jardin, on en a tellement. Une des nombreuses. Voilà, c'est ça. Celle qui se mariait le mieux avec le plat, qui ne couvrait pas trop le goût en fait de la framboise. Il existe 450 variétés de menthe. Celle que Laurent a choisie, c'est la Mentha Buldea. Une menthe appréciée pour son goût très doux et délicat. Oui. Oui, c'est très frais. Hein. C'est plus citronné en fait, celle-là. Oui. Et puis alors ça c'est merveilleux. Ah oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit dire du fenouil ou de l'anis sauvage? Moi, je dis toujours de l'anis sauvage. Ouais, nous pareil. Le fenouil, je reste moi sur le légume, le légume, bulbe. oui, oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait les mêmes fleurs. Passer ça. À faire le service. Hop. Ça va très bien. On y va. Oui. Merci. Oui, parfait. Merci Laurent. Très bien. On a vu, on a touché les végétaux. Maintenant, on va les goûter, les déguster. Est-ce qu'on a le droit de manger avec les doigts? Oui. On mange comme on aime. C'est toujours meilleur. Il y a les légumes, mais il y a aussi cette petite vinaigrette. La vinaigrette est importante. Ça va être un petit peu la colonne vertébrale du plat. Et après, on vient s'amuser à picorer les légumes, donc cuits, crus, marinés, juste assaisonnés le plus simplement possible. Et en fait, la bouchée et l'évolution se fait vraiment avec chaque fruit. C'est superbe parce qu'on mange bien sûr on déguste avec nos papilles, mais les yeux aussi ont un rôle très important. On va terminer doucement notre assiette. D'ailleurs, au passage, je dois dire que c'est un plat qui est fabuleux parce que parfois, au fur et à mesure que l'on mange, eh bien, l'assiette est de moins en moins jolie. Alors que là, avec cette vinaigrette, cette écrasée de cette purée de framboise, eh bien, ça reste toujours très appétant, très appétissant. Pari réussi pour notre chef étoilé qui a su marier harmonieusement légumes, fruits et fleurs du jardin. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Surtout, profitez de vos jardins. À dimanche prochain.